Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver encore une fois. On va continuer cette série d'enregistrements de cours à distance pour le module droit commercial 16. On s'inscrit dans la continuité et toujours dans le cadre de la première partie de ce cours qui est consacré aux éléments de la commercialité, notamment aux activités commerciales. On va aborder dans cette conférence le régime juridique des activités commerciales. Donc, pour ce qui est du régime juridique des activités commerciales, il faut dire que tout l'intérêt de la qualification d'une activité ou d'un acte en activité ou acte commercial tient au droit applicable. Les activités commerciales et actes de commerce dérogent au droit civil et bénéficient des règles spécifiques du droit commercial. Toutefois, il n'existe pas d'unité en cette matière, car si le régime juridique spécifique au droit commercial joue pleinement lorsque les deux parties à une opération commerciale sont commerçantes et agissent en cette qualité, celui-ci ne joue que d'une manière partielle lorsque seulement l'une des parties a cette qualité, c'est-à-dire que l'autre partie est non commerçante. Dans ce dernier cas, le régime juridique emprunte, il faut le souligner, à la fois aux règles de droit commercial et celles de droit civil. Ainsi, l'étude du régime juridique des activités commerciales conduit à distinguer deux situations. La première situation est celle où les deux parties sont commerçantes. L'autre situation est celle où seulement l'une des parties a cette qualité. Donc, parlons maintenant du régime juridique des obligations entre commerçants. Il faut dire que le régime juridique des obligations entre commerçants est constitué d'un ensemble de règles particulières distinctes de celles applicables aux actes civils. Il faut dire à ce niveau que le particularisme du droit commercial se manifeste aussi bien au stade, je dirais, de la formation, de l'exécution, ainsi qu'au niveau de l'extinction des actes de commerce. Commençons d'abord par la formation des actes de commerce. Et il faut dire à ce niveau que la conclusion des actes juridiques, qu'ils soient commerciaux ou civils, est soumise au respect de certaines règles. Ces règles sont généralement des règles de fond et des règles de forme. En droit commercial, le respect de ces règles, il faut le souligner, présente certaines spécificités au pluriel. Commençons d'abord par les règles de fond. Il faut dire ici que sur le fond, l'acte passé entre commerçants doit respecter les mêmes conditions de validité que n'importe quel contrat civil.
À ce niveau, il faut dire que l'article 2 du Code civil pose 4 conditions essentielles pour qu'une convention soit valable. Il y a la capacité de contracter, un consentement libre et éclairé, un objet et cause qui existent et qui soit licite. Ceci dit, il faut dire que l'objet et la cause répondent aux mêmes exigences qu'en droit civil. Mais le droit commercial applique des règles propres en matière de capacité et de consentement. Il faut dire à ce niveau que 2 catégories de personnes voient leur capacité commerciale réduite. Il y a d'abord le mineur qui demeure en principe exclu du domaine commercial. Il ne peut effectuer personnellement aucun acte de commerce, ni à titre isolé, ni à titre professionnel. Ça d'un côté. Il y a une autre catégorie, c'est les majeurs incapables. Ces majeurs incapables ne possèdent pas aussi la commercialité ne possèdent pas la capacité commerciale. Le code du statut personnel écarte la capacité en ce qui concerne l'aliéné mental et aligne le prodigue et le faible d'esprit sur la situation du mineur doué de discernement. Il faut dire que ces règles spécifiques de la capacité se justifient par les dangers liés à l'activité commerciale qu'il serait hasardeux de confier à des jeunes personnes sans expérience ou à des majeurs incapables. S'agissant du consentement, il faut dire à ce niveau que le consentement ne s'exprime pas aussi de la même manière en droit commercial et en droit civil. En droit civil, le silence gardé par l'une des parties ne vaut pas acceptation. Alors qu'en droit commercial, je dirais, il peut être source d'obligation. C'est une conséquence du besoin de rapidité et de simplicité exigé par la vie commerciale. Donc, je récapitule. Par rapport à la formation des actes de commerce, on a traité d'une manière succincte la formation de ces actes de commerce et on s'est arrêté sur les conditions ou les règles de fond de la formation de ces actes de commerce. Maintenant, on va voir les règles de forme. Donc, par rapport à ces règles de forme, il faut dire que, en matière de formalisme, le droit commercial est pris entre 2 exigences contradictoires. D'une part, les impératifs du commerce nécessitent une véritable souplesse. De l'autre, la sécurité juridique de certaines opérations exige le respect d'un formalisme très minutieux. Il faut dire à ce niveau que l'allègement du formalisme se manifeste principalement et essentiellement lors de la conclusion. Pour prouver l'existence et le contenu d'une convention quelconque,
les commerçants pourront non seulement produire un écrit, mais surtout recourir aux témoignages, correspondances, factures ou encore, je dirais, s'appuyer sur leur livre de compte. Par exception, la loi et l'autonomie de la volonté peuvent naturellement faire échec au principe de la liberté de preuve en exigeant notamment, je dirais, un écrit, et ce, pour des raisons tenant à la sécurité des parties ou à la sécurité des tiers. C'est le cas notamment de l'écrit imposé dans les contrats maritimes ou les contrats passés à la bourse. Ceci dit, il faut ajouter que la liberté de la preuve se justifie par des raisons, je dirais plutôt pratiques. En matière commerciale, et là je m'explique, les transactions se concluent souvent rapidement, très rapidement même. Les commerçants ne prenant pas toujours la précaution de rédiger un écrit. Aussi, pour ne pas retarder, je dirais, leur conclusion, le législateur a écarté le formalisme du Code civil. En effet, en matière civile, la preuve des actes juridiques fait l'objet d'une réglementation stricte. L'article 443 du Daïr des obligations et des contrats précise que les contrats excédant la somme ou la valeur de 10 000 dirhams doivent être prouvés par écrit. Donc, ayant abordé d'une manière succincte et précise la question de la preuve en matière commerciale, on va essayer d'aborder maintenant l'autre principe, à savoir le principe de solidarité. Et sur ce point, je vais essayer de résumer, d'aborder des propos, je dirais, sans aucune redondance, et je dirais que l'exécution des actes commerciaux se distingue aussi par l'application du principe de la solidarité passive, selon lequel les débiteurs d'une même obligation commerciale sont présumés solidaires. Ce sont les dispositions de l'article 335 du Code de commerce. Je m'explique. Cela signifie que lorsque plusieurs commerçants achètent en commun des marchandises, ils sont tous tenus par la totalité de l'obligation. Le créancier, dans ce cas, peut demander à l'un d'entre eux de payer l'intégralité des sommes dues. Je dirais, étant entendu que celui qui a payé la totalité de la dette peut se retourner contre les autres débiteurs pour obtenir le remboursement des sommes payées au-delà de sa propre dette. C'est précisément la règle inverse qu'on retient dans les contrats civils dans lesquels cette solidarité ne se présume pas. Elle doit être expressément stipulée ou résulter de la loi si on revient bien sûr aux dispositions